France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait. Le 31 décembre dernier, au soir, lors de ses vœux aux Français, Emmanuel Macron a lancé un avertissement inhabituel. Je ferai tout pour que l'élection présidentielle se déroule le plus sereinement possible, en particulier à l'abri de toute ingérence étrangère, a-t-il déclaré. Derrière cette promesse, une inquiétude bien réelle, celle d'une menace informationnelle devenue plus diffuse, plus sophistiquée, plus difficile à contenir. Alors, à l'approche des municipales de 2026, des sénatoriales de l'automne, de la présidentielle de 2027. Lumière sur les risques d'ingérence étrangère dans nos élections, dans notre démocratie. Lumière aussi sur ce que la France fait d'ores et déjà ou non pour s'y préparer, pour les contrer. Lumière avec trois invités ce soir. Raina Stramboliska, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes CEO de RS Stratégie, experte en diplomatie du numérique et des affaires européennes. Vous êtes praticienne en résidence au Centre Internet et Société du CNRS. Face à vous, Fabrice Eppelboin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de Reset Studio, entrepreneur et enseignant. À vos côtés, Cyprien Ronce-Pilière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More. Vous avez participé à l'ouvrage intitulé Le risque cyber, cyberattaque, cyberdéfense, cybersécurité. Un ouvrage qui est apparu aux éditions EMS. Merci à vous trois d'être présents ce soir dans Question du soir. Nous faisons face à un état de la menace qui est réel et préoccupant. En vérité, depuis le milieu des années 2010, aucun rendez-vous électoral ou référendaire majeur n'a été épargné par une tentative de manipulation de l'information impliquant des acteurs étrangers. Ce que nous observons chez Viginum, c'est que plus largement, la menace informationnelle constitue désormais une menace permanente, omniprésente et croissante. Anne-Sophie Divert, la chef de service adjointe du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, Viginum, fondé en 2021. Commençons, Raina Stramboliska, par le début, si je puis dire, par ce que l'on sait. En 2024, il y a eu en France deux grandes élections, les élections européennes en juin, les élections législatives en juillet. Est-ce que ces élections ont été atteintes, ébranlées, perturbées par des ingérences étrangères ? Alors, avant de commencer à parler de ce qui s'est passé réellement, il convient, je pense, de définir de quoi on parle, parce que la sémantique, c'est pas juste un exercice comme ça spirituel, c'est nommer, c'est faire exister. Hein. Et donc, quand on parle d'influence, on parle d'actions légitimes. Hein, c'est constitutif des relations internationales, si vous voulez. Influence à la différence d'ingérence. D'ingérence, voilà. Quand la France fait la francophonie, c'est de l'influence. On promeut des spécificités culturelles, etc. A contrario, quand on parle d'ingérence, on parle d'actions qui sont hostiles. Il y a une tentative, il y a, si vous voulez, une pensée de manipulation, il y a une pensée de remodeler. Et généralement, ces activités-là touchent au fonctionnement de l'État, en l'occurrence, cible. Donc, là, par exemple, dans les trucs très récents, avant de retourner un peu dans le passé, on peut, par exemple, citer la menace, a priori, de M. Trump de sanctionner des juges français impliqués dans le procès en appel de Marine Le Pen, lequel commence le 13... la semaine prochaine, dans le cas où ces juges condamneraient Marine Le Pen. Voilà. Et là, en fait, c'est une véritable ingérence dans le sens où le système judiciaire français, c'est le système judiciaire français. Vous pouvez ne pas être d'accord. Vous êtes le président d'un autre pays. C'est pas chez vous, en fait. C'est une atteinte à la souveraineté, donc. C'est une atteinte au fonctionnement des institutions. Et c'est quelque chose qui est compris, qui est défini, qui est placé, qui est cadré, si vous voulez, dans la loi de 2024 sur les ingérences étrangères. Et donc, dans les ingérences, on peut trouver, vous avez cité, on a entendu tout à l'heure la directrice adjointe de Viginum, donc on a le volet numérique, informationnel, souvent, le volet cyber, mais on a plein d'autres choses. On peut avoir le volet économique et stratégique, par exemple, à travers les investissements étrangers.
On peut avoir des choses militaires. Enfin, on peut avoir en fait plein de choses, d'opérations de types différents. Et il ne faut pas confondre, et je finirai là-dessus avant de revenir sur 2024, il ne faut pas confondre des choses qui sont légitimes, légales, souvent on le fait, et des choses qui s'ancrent en fait dans la perception versus l'intention. Je vais faire circuler la parole à partir de cette définition, revenir sur 2024, Fabrice Epelboin. 25 opérations numériques auraient été menées par des acteurs étrangers ou détectées durant cette période des élections de 2024. Quelle est la nature de ces opérations d'ingérence ? Quelle forme prennent-elles ? Elles prennent essentiellement des formes de tentatives de manipulation de l'information de façon à manipuler l'opinion publique. Et c'est vrai que la barrière à l'entrée est vraiment ridicule. On se souvient de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, c'est un PIB qui est 30 fois inférieur à celui de la Russie. Ça ne les a pas empêchés d'avoir une réelle action sur le territoire de Nouvelle-Calédonie et d'avoir des conséquences très très lourdes avec cette action. Aujourd'hui, quasiment n'importe quel État peut se payer une opération d'ingérence. Les officines spécialisées pullulent partout sur la planète. On en a même en France qui ont fait la une de l'actualité et l'objet d'une enquête chez vous, dans votre maison. Mais ça pose un réel problème qui est que fondamentalement, d'un point de vue géopolitique, tout pays susceptible d'en vouloir à la France d'une façon ou d'une autre, et la liste est extrêmement longue, on a dans la décennie qui vient de passer, mis fin en quelque sorte à la France-Afrique, à l'insu de notre plein gré. Ça fait beaucoup de monde qui ont une revanche à prendre sur la France. Ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est que la Russie, pour caricaturer, n'est pas seule à mener des actions d'ingérence étrangère. La Russie est réelle, ces ingérences sont réelles, mais la Russie est aussi l'arbre qui cache la forêt, et la forêt est gigantesque, absolument gigantesque. Donc ce prisme perpétuel de la Russie, qui est vraiment un prisme des médias, ainsi que des autorités, nous font perdre de vue le fait que c'est devenu un sport, une guerre mondiale, et que tout acteur aujourd'hui étatique a les moyens de s'y engager, et même beaucoup de privés avec des moyens finalement assez modestes. Je pense à l'élection roumaine qui a été piratée par un crypto-milliardaire un peu loufoque, le roi de TikTok, et qui a complètement piraté cette élection, au sens propre comme au sens figuré. C'est juste un particulier avec de l'argent, et il a les moyens de faire, alors c'est pas de l'ingérence parce qu'il est roumain, mais il a les moyens d'interférer de façon très lourde sur un processus électoral. Alors là, pour le coup, Viginum a montré, documenté le fait que la Russie était aussi intervenue. Alors j'ai le rapport sous les yeux, en l'occurrence, je cite le rapport Viginum du 4 février 2025, à la suite de ces résultats, donc les élections en Roumanie. De nombreuses analyses ont pointé l'existence de phénomènes numériques inauthentiques visant à perturber le bon déroulé de l'élection. Les autorités roumaines ont notamment rendu publiques des notes de renseignements préalablement déclassifiées, faisant état de manipulations observées sur la plateforme TikTok et du recours dissimulé à des influenceurs à des fins de propagande électorale, tout en suggérant l'implication d'un acteur étatique étranger. On n'est pas là sur l'implication d'un particulier roumain, en l'occurrence. En l'occurrence, si. Un acteur étatique étranger. Oui, tout à fait. Ça, c'est les agences de renseignement. On est dans la configuration à l'identique de la fameuse affaire du laptop d'Hunter Biden, qui a été dénoncée par tout un tas d'agences et d'acteurs très sérieux, et qui s'est avéré ne jamais avoir été de preuve. Je voudrais quand même qu'on reste sur la France, sur les 3 temps d'élections qui nous intéressent. Je reviens donc à cette question à laquelle vous n'avez pour l'instant pas répondu dans le studio. Que s'est-il passé l'an dernier, Cyprien Ronze-Spilière, sur ces élections de 2024 ? Y a-t-il eu des formes d'ingérence ? Effectivement, lors des élections européennes en 2024, la Chine a procédé à des opérations d'ingérence ciblant le candidat Raphaël Glucksmann. Donc la Chine, en fait, a diffusé des narratifs selon lesquels Raphaël Glucksmann serait le cheval de Troie de la CIA en Europe. Donc ça, c'est un exemple concret de désinformation, autour de la table, d'ingérence informationnelle qui vise à influencer le résultat des élections. On peut aussi citer, alors c'est un événement qui s'est passé en mai 2024, donc juste avant les élections, il y a eu des mains rouges qui ont été peintes sur le mémorial de la Shoah. Donc ça, c'est une action hybride. Ça veut dire que c'est à la fois une action dans le champ physique avec des agents jetables recrutés, souvent des personnes de l'Est, qui sont recrutées par la Russie, qui vont dégrader des biens. Et ensuite, c'est photographié, diffusé massivement sur les réseaux avec les bots russes. Et alors, donc ça arrive en mai 2024, juste avant les élections européennes. Et ce type d'action
actions, ça vise évidemment à accroître à la fois l'antisémitisme, l'islamophobie, à polariser les opinions. Et donc la Russie a intérêt à ce que les gens votent pour les extrêmes, parce que les extrêmes ont des positions qui sont plus favorables au Kremlin ou moins défavorables que les autres partis. Donc voilà, on peut aussi citer cet événement juste avant les européennes. On pense aussi à cette autre anecdote, le faux site de la coalition présidentielle Ensemble qui promettait aux électeurs une prime Macron de 100 € en échange de chaque vote. C'est rentable désormais grâce à la propagande russe de voter. Mais Irina Stamboliska, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit par Fabrice Epelboin, cette idée selon laquelle l'ingérence russe, au fond, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'ingérence, c'est beaucoup plus multiple et vient de pays bien plus nombreux. Alors oui, dans le sens où chaque acteur étatique, et d'ailleurs des acteurs non étatiques le font aussi, on peut penser ce que faisait Daesh au plus beau, au firmament de son activité, c'était un acteur non étatique qui était extrêmement fort, extrêmement nourri, extrêmement solide en termes de projection de puissance. Il se revendiquait comme un État en l'occurrence. Oui, mais bon, moi aussi je suis un État si on va pas... non, mais voilà, je blague à part. C'est un acteur étatique, bien sûr, qu'il projette sa puissance d'une manière ou d'une autre. Et après, nous, et c'est pour ça que je me suis retenue de parler de hybride, de choses comme ça, parce que j'aimerais éviter en fait qu'on tombe dans une tergiversation de terminologie qui un peu revient à passer très longtemps à essayer de qualifier des choses plutôt que de parler des choses. Nous avons en fait en France, en Occident, une position qui est la nôtre, qui est de voir les choses, de nous prendre nous pour les good guys. Nous, on est les gentils. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais et donc si nous décidions où nous essayons de faire quelque chose de semblable, même en réaction à, est-ce que nous, on qualifierait ça d'ingérence ? Donc, il y a aussi cet aspect-là qui est un peu toujours sensible. Pour décrypter ce que vous nous dites, ce que vous êtes en train d'expliquer, que la France également mène ses propres actions d'ingérence à l'étranger. Non. Évidemment. Alors, je vous donnerai la parole ensuite, justement, pour avoir le contrepoint. Fabrice a ses propres opinions là-dessus. Moi, je ne fais pas d'attribution. Ce que j'essaye de faire à chaque fois... Pas d'attribution dans le langage, ça veut dire que vous ne... Je ne nomme pas les coupables. Nomme pas les coupables. Voilà. J'essaye de les chercher. Et en fait, mais on sait que dans le jeu géopolitique, surtout lorsqu'il y a des tensions, il y a des façons d'exprimer ses positions et donc de signaler à ses alliés, à ses non-alliés, à ses potentiels adversaires, qu'on etc. est ou non l'auteur d'une ingérence. En fait, qu'on a ce qu'on pense et comment on veut que ce soit, en fait, que ça existe, que ça cristallise dans le monde. Et donc, en plus de la Russie, mais la Russie, c'est un peu tarte à la crème, entre guillemets, parce que, voilà, on peut citer la Chine, ce qu'a fait mon collègue, mais on peut aussi citer l'Iran, on peut aussi citer de plus en plus les États-Unis. Voilà, il y a l'Azerbaïdjan, il y a différents, en fait, acteurs étatiques qui projettent une position dans un espace en pleine reconfiguration par les moyens à leur disposition qui peuvent être extrêmement divers. Et je rebondis sur avant de redonner la parole à Fabrice, je rebondis sur ce que disait Cyprien tout à l'heure, c'est l'outsourcing, la sous-traitance, en fait, à tout un tas d'acteurs qui sont pas nécessairement des acteurs spécialisés. Vous avez des officines russes où vous avez des jeunes Russes qui font des reels sur Instagram. Ce sont pas des spécialistes de la désinformation. Je voudrais qu'on se concentre quand même sur les élections françaises oui. Pour bien circonscrire le sujet. Fabrice Epelboin, dans quelques mois auront lieu les élections municipales, le 15 et le 22 mars précisément. Est-ce que là aussi, ces élections dont on se dit qu'elles sont locales, qu'elles sont peut-être plus éloignées de ces questions d'ingérence étrangère, sont d'ores et déjà concernées par l'action d'États étrangers, ou bien les municipales, encore une fois, sont à distance ?
Non, bien sûr, ça change la configuration des lieux et des possibilités d'ingérence, les municipales. On est sur de l'action ultra-locale, mais si vous regardez typiquement la répartition des différentes communautés qui habitent sur le territoire français, elles sont extrêmement concentrées, et du coup, ça va créer des effets d'aubaine pour des États étrangers qui, dans l'absolu, n'ont pas les moyens d'intervenir de façon sérieuse sur une élection nationale, mais qui, par contre, sur une élection locale, avec le relais de communautés locales qui, elles, sont très concentrées sur telle ou telle ville, vont avoir un levier absolument fantastique. Par exemple, Montreuil et certains pays d'Afrique subsaharienne. Mais dans toutes les banlieues françaises, vous allez trouver des villes qui ont une concentration spécifique à une communauté qui résonne avec un pays étranger. Et c'est là que vous allez avoir des opportunités folles pour faire de l'ingérence sur telle ou telle élection qui, en contrepartie, va certainement avoir des retours d'investissement comme des investissements sur les associations, plein de choses. Le truc habituel d'une élection municipale qu'on vit de façon tout à fait habituelle sur un plan ultra-local, mais du fait d'une très forte communauté étrangère sur un endroit spécifique, vont résonner avec un pays étranger qui, évidemment, va y voir une opportunité en or. Je voudrais vous faire entendre la voix de Bastien Maire. Il est journaliste à Sud-Ouest et explique la campagne de déstabilisation en cours dans plusieurs municipalités en lien justement avec cette campagne qui a cours aujourd'hui. Depuis quelques mois, il y a une multiplication de faux sites d'information avec des apparences de la presse quotidienne régionale qui ont fleuri sur Internet. Il y a sudouestdirect.fr, Midi Pyrénées Actualité, Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. Pour le moment, il y en a au moins 141 qui ont été identifiés et qui repartagent des contenus, et c'est là que c'est intéressant, assez variés. Alors c'est du contenu de la presse locale, ça peut être de l'actualité liée à une ville ou à un bassin du territoire. Ressortent également dans les contenus des thèmes récurrents. Le premier, c'est l'insécurité. Il y a également toute une panoplie d'articles sur l'immigration, sur la religion et d'une manière générale sur des sujets clivants qui peuvent déstabiliser un lectorat dans un pays. En l'occurrence, là, c'est ciblé sur un lectorat français. Et donc, ingérence pour qui? C'est ce qu'on a essayé de découvrir. C'est assez documenté et ça nous ramène directement à 3000 km plus à l'est dans le narratif de Moscou. nordactuquotidien.fr, actubretagne.fr, ardenneinfolive.fr, infograndest.fr, sudouestdirect.fr, Cyprien Rouse-Spilière. Qui invente, crée ces sites, qui les développe, à quoi servent-ils ? En fait, on a un rapport de Viginum qui nous explique que cette technique de désinformation qui consiste à copier des médias existants, ça peut être, c'était le cas pour La Croix par exemple, aujourd'hui là on parle plus de médias locaux vu que c'est les élections municipales, en fait c'est l'opération Doppelganger, ça veut dire dans la mythologie nordique, ça veut dire c'est un personnage fictif, un double, et en fait donc ce sont des doubles numériques qui sont créés, en l'occurrence ça a été attribué à la Russie, pour crédibiliser des fausses, des fake news, parce que on fait un double numérique des sites existants, donc ça rend crédible les narratifs qui sont ainsi diffusés. Et on voit que cette opération Doppelganger qui existe depuis 2014, elle a été mise en place, ce réseau, après l'invasion de la Crimée par la Russie depuis 2014. Il est réutilisé partout. Il est réutilisé aussi en Roumanie, dans le cadre des élections roumaines en novembre 2024. Et là, voilà, il est utilisé effectivement dans le cadre des élections municipales. Et je pense que c'est un vrai danger. Ce qu'il faut par ailleurs expliquer, c'est cette complexification de la menace numérique. Rena Stamboliska, en l'occurrence, il y a des formes d'ingérence dans le réel, comme vous le décriviez un peu plus tôt, et par ailleurs, ces faux sites créés par l'ingérence, par l'intelligence artificielle vont ensuite relayer, diffuser, dupliquer ces fausses informations. Tout un chacun sur Internet va penser se documenter d'une manière objective grâce au travail de journalistes. Tout à fait. En fait, votre question sur les municipales, elle est intéressante à plusieurs niveaux. Déjà, oui, parce que c'est pas le grand ramdam des présidentielles, etc. Mais à contrario, c'est quelque chose qui est extrêmement proche des gens, de nous tous et toutes. Et la PQR, la presse quotidienne régionale, a un rôle extrêmement important dans ces situations-là, parce que contrairement aux médias nationaux, la PQR, c'est un environnement informationnel qui bénéficie en fait d'une grande confiance des Français et des Françaises, d'une part. Et donc, du coup, quand on mime des sites de PQR, en fait, on bénéficie vraiment de ce capital confiance. Et il y a un autre sujet sur le vote, en fait, la participation. Elle est généralement, d'après l'INSEE, plus basse
Je cherchais les chiffres tout à l'heure, mais de mémoire, c'est entre 40-60% plus bas. Et donc, on a en fait un terreau qui est intéressant parce que des soubresauts locaux sont plus susceptibles de créer des divisions et de l'instabilité, de la confusion, etc., sur des enjeux locaux, quoi, par rapport au pays, qui est quand même un peu... ça lisse quand même beaucoup. Donc, du coup, vous avez tous ces enjeux-là qui viennent se mélanger. Et après, effectivement, la barrière à l'entrée pour copier des sites, déjà, il y a 15 ans, cloner des sites à l'identique, ça va plus vite que j'ai le temps de le dire. Alors aujourd'hui, avec des outils grand public type chatbot, d'IA générative, c'est encore plus facile. Mais c'est ce que ça raconte qui est intéressant. Et donc ça coûte rien, grosso modo, si l'on vous écoute, de déstabiliser des communes, voire des sociétés entières, Fabrice Epelboin. Si l'on regarde désormais vers 2027, vers l'élection présidentielle qui se profile, si on se réfère aussi à ce que disait Emmanuel Macron durant ses vœux présidentiels, qui pointait cette menace importante en termes de déstabilisation informationnelle. Là aussi, d'où vient la menace ? On a parlé de la Russie. Peut-elle désormais, cette menace, venir directement des États-Unis cette fois ? Elle peut venir des États-Unis, elle viendra des États-Unis, elle viendra de la quasi-totalité de nos anciennes colonies, elle viendra d'États comme Israël, elle viendra de toutes parts, absolument. Évidemment, les Russes et évidemment, potentiellement les Chinois qui vraiment ces 5 dernières années ont commencé à étendre leur capacité d'influence et d'ingérence sur les réseaux sociaux de façon spectaculaire. Pour l'instant, de façon très inquiétante sur l'Amérique du Nord, mais ça nous viendra chez nous tôt ou tard. Je reste un instant sur les États-Unis. Quelle forme cette menace, cette action, ces ingérences prendront-elles au fond ? On a bien en tête le modèle russe parce que c'est la tarte à la crème, vous l'avez dit, on connaît leurs méthodes, on sait de la façon dont ils opèrent. Est-ce que les États-Unis ont les mêmes méthodes que les Russes dans ce domaine, Fabrice Epelboin ? Les États-Unis importent en masse en France des courants socio-culturels à travers les réseaux sociaux depuis un bout de temps. La plupart des grandes révolutions qu'on a eues dans la société française, des changements massifs qu'on a eus dans la société française, je pense à des choses aussi positives que le MeToo, est une importation sans les réseaux sociaux. Pardonnez-moi, c'est pas de l'ingérence, là en l'occurrence, c'est bel et bien de l'influence culturelle. Tout à fait, c'est de l'influence. Mais les États-Unis peuvent se contenter de faire de l'influence sur les valeurs qu'aujourd'hui elles portent et qui auront un effet dévastateur sur notre politique intérieure. Ça me paraît quand même un peu différent dans la nature. Cyprien Ronze-Spilière, vraiment sur l'ingérence cette fois-ci, que peuvent opérer les États-Unis en vue de cette élection présidentielle de 2027 ? Déjà, on peut s'attendre à une éventuelle intervention de Donald Trump. Récemment, en novembre, Donald Trump a appelé à voter pour un candidat de droite à l'occasion des élections au Honduras. Donc Nasri Asfuré en l'espèce. Le fait qu'un chef d'État étranger appelle à voter pour un candidat dans un autre pays, c'est une ingérence étrangère. Obama avait appelé à voter Macron publiquement. Barack Obama, on parle d'un second tour d'une élection présidentielle. Il était en l'occurrence face à Marine Le Pen. Est-ce que là aussi, selon vous, c'est pas normal. Une réaction, Reina Stramboliska ? Ouais, je pense que, encore une fois, il faut faire la part des choses. Quand vous avez un Trump qui explique en conférence de presse qu'il a fait de la coercition sur Emmanuel Macron, qui limite s'est mis à genoux pour lui dire s'il te plaît Donald, dis pas à la population que j'ai accepté d'augmenter les prix des médicaments de plus de 200%. C'est quelque chose qui date de quoi, il y a quelques semaines, quand sortent des infos sur les sanctions dont j'ai parlé tout à l'heure, les potentielles mesures de sanctions, tout ça, donc vis-à-vis des juges qui interviennent sur le procès d'un appel de Marine Le Pen, quand il y a de véritables sanctions, y compris vis-à-vis des juges de la CPI, de la Cour pénale internationale. Là, on est dans l'ingérence. Il y a 11 personnes qui ne peuvent plus payer avec une carte bancaire, quoi. Je veux dire, et donc, avant même d'aller chercher les sujets de culture, de valeurs, de Hollywood, de machin, un peu qui sont vrais, entre guillemets. Il y a, bien sûr qu'il y a une perméabilité culturelle, je veux dire. Mais ça, c'est de l'influence. On peut apprécier ou pas l'hégémonie culturelle, on peut en discuter pendant 3 plombes.
Le sujet, c'est que là, on n'est plus du tout là-dedans. Donc je vous repose la question que je posais. Le risque encore est une fois, réel, il est documenté. Je vous repose donc cette question, les formes d'ingérence, donc au-delà de la parole de Donald Trump, quelles formes prendront-elles? Est-ce que des organismes liés à l'État américain vont créer des bots et des faux sites d'information en France dans le cadre de cette élection? Je ne serais pas surprise, d'une part, mais surtout, est-ce que c'est vraiment ça qui est problématique? Imaginez demain, il se passerait quoi si M. Trump intimait l'ordre à Visa et Mastercard de cesser de processer des paiements? On fait quoi demain? Littéralement. Dans quel cadre? Pour faire quoi dans une élection présidentielle? Il a envahi le Venezuela avec 0 cadre légal. Donc, pourquoi pas faire un coup pour dire « je suis sérieux » il y a en fait les interdépendances existantes, et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur la différence des registres. Il n'y a pas que l'informationnel. Là, c'est les bots, les machins. X, c'est un levier informationnel monstrueux. Mais si demain, ça touche à de l'infrastructurel, là, je pense qu'on va avoir vraiment très très mal. Fabrice Epelbois. Oui, la grande tentation de beaucoup de politiques en France est de pousser à l'interdiction de Twitter. Mais si en face, les Américains réagissent en coupant, par exemple, Microsoft Azure, qui représente près de la moitié des infrastructures en France, ça fait 20 ans qu'on vend la France à Microsoft. Donc on n'aurait plus d'éducation nationale, on aurait sans doute la moitié de la logistique en France qui tomberait, notre système de santé est largement géré par ce genre de technologie, tout s'arrêterait. On est dans une situation technologique de dépendance totale. On s'agite aujourd'hui parce que le grand public sait de quoi on parle en matière de Facebook, de Twitter, mais la réalité, c'est que toutes nos infrastructures informatiques, ou presque, plus des 3/4, sont complètement gérées par des technologies américaines qui peuvent s'éteindre du jour au lendemain. Les Américains l'ont déjà fait en Iran, ils l'ont fait en Russie. Mais donc, pardonnez-moi, si Donald Trump dirait si vous n'élisez pas Marine Le Pen, je coupe le... Non, mais du coup, permettez-moi de comprendre. Il ferait comme avec Milei. Si vous n'élisez pas Marine Le Pen, je monte les droits de douane. Oui, c'est grosso modo ce qu'il a fait avec Milei. Avec Milei, il a dit, si vous élisez Milei, je serai gentil avec vous. Il y a absolument aucune raison qu'il fasse pas ce genre de choses. Et ça fait partie du jeu avec les Américains. Quand on a refusé d'aller en Irak, on a eu des sanctions économiques terribles. Cyprien Ronspellier. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'aujourd'hui, on n'observe pas de la part des États-Unis des manœuvres du même type que celles qui sont mises en œuvre par la Russie, avec des mains rouges sur le mur de la Shoah, des tags d'étoiles de David sur les murs de Paris. En revanche, je pense que les États-Unis disposent de 2 leviers pour s'ingérer dans les élections de 2027. Le premier levier, il est algorithmique. Ils peuvent éventuellement utiliser les algorithmes de leur plateforme X, Instagram, Facebook pour faire monter certains candidats. On sait très bien qu'au début, l'année dernière, tout le monde voyait les tweets de Musk sans être abonné. Donc, il se mettait énormément en avant. Et un deuxième levier, si vous voulez, qui permettrait aux États-Unis de s'ingérer, ce serait des déclarations de Donald Trump, de J.D. Vance, qui expliquerait que Emmanuel Macron bride la liberté d'expression. Et ce genre de discours peut avoir un impact vis-à-vis de certains électeurs. Et je prends pour exemple, par exemple, le discours de J.D. Vance en février dernier. Pour moi, c'est de l'ingérence quand J.D. Vance explique qu'en Europe, il n'y a pas... Le discours à Munich, le discours lors de la conférence pour la sécurité. Il n'y a pas la liberté d'expression recule en Europe et voici ce que vous devez faire. C'est déjà un début d'ingérence. Votre réaction? J'ajoute un troisième levier qui est le DSA, cette réglementation européenne qui est en charge de modérer les réseaux sociaux et qui fonctionne à travers des autorités de régulation, l'ARCOM en France, qui délèguent à des associations de type SOS Racisme, le CRIF, la LICRA, des choses comme ça, le soin d'identifier des contenus indésirables pour les rapporter aux plateformes de façon à ce qu'elles les invisibilisent. Le problème, c'est que ce mécanisme part du principe que les plateformes vont coopérer. Or, il y a une attaque en règle contre toutes les législations du numérique européenne, DMA, RGPD, AI Act, qui fait que le prochain sur la sellette, c'est très clairement le DSA. Les États-Unis pourraient très facilement intimer l'ordre aux grandes plateformes de ne pas obéir aux injonctions des signaleurs de confiance qui travaillent pour les autorités de régulation. Ça aurait un impact phénoménal, ça rendrait la modération ou la censure d'un point de vue américain totalement inopérante en France. Comment t'expliquer, Rena Stamboliska, que la France ait pris
tant de temps pour mesurer l'ampleur du danger, que Viginum ait été créé en 2021 seulement, que les pouvoirs publics n'aient pas traduit le diagnostic qui a été posé en réaction en matière de politique publique? Pourquoi cette prise de conscience si lente au fond? C'est compliqué. Enfin, il faut que ça remonte de « je sens qu'il y a un truc qui va pas ». Pardonnez-moi, mais j'espère que l'État, il y a quand même au sein de l'État des gens rémunérés pour faire de la prospective et comprendre les transformations du monde. Tout à fait. Il y en a c'est pas simple en fait de monter jusqu'à la tête, donc de conscientiser qu'est-ce qui se passe et de redescendre jusqu'au qu'est-ce que je fais une fois que c'est là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire des choses. Pour moi, il y a vraiment clairement un problème de volonté politique. C'est qu'on nomme les choses maintenant. Enfin, on a Viginum, c'est bon, on sait ce qui se passe. Donc là, quand cette histoire de Trump et de sanctions contre des juges français arrive, où est en fait la prise de position d'un gouvernement français? Enfin, là, il s'agit quand même du système judiciaire français. Je veux dire, à un moment, il faut arriver et dire, attendez, on est chez nous, notre système de judiciaire, c'est notre système de justice, quoi. Basta. C'est toi, ça te plaît pas, c'est pareil. Donc il y a vraiment un sujet de volonté politique qui se traduit aussi par un désinvestissement. Et je vais être un peu taquine, mais vous en êtes aussi une partie des victimes. Un désinvestissement en termes de... Quand vous dites vous, pardon... Les médias, le service public, etc. Donc c'est très bien de se rendre compte que la PQR est importante. Sauf que y a plein de journaux, etc., qui mettent la clé sous la porte. Les piges, je sais pas si vos auditeurs et auditrices savent combien c'est payé, mais 80 € les 4 feuillets, c'est un peu compliqué quand même de faire vivre en fait le quatrième pouvoir avec des clopinettes. Il y a aussi des sujets de désinvestissement en termes d'éducation. Et il y a aussi par là un sujet qui nous dépasse un peu parce qu'il touche à l'européen, qui est extrêmement important. J'écoutais parler de DSA, etc. Il y a le sujet de l'accord sur les droits de douane États-Unis-Europe, qui lui prend clairement le sujet du réglementaire européen du numérique, donc DSA, DMA notamment, comme variable d'ajustement, et où la clé de bras faite par Trump, elle est très claire, c'est vous abolissez vos propres règles, ou alors on vous met des droits de douane de malades. Et la ratification européenne est en cours. Et c'est quelque chose qui ne transparaît pas, qui ne transpire aucunement dans l'espace médiatique ou institutionnel français. Vos préconisations en matière de politique publique, Cyprien Ronspiliart? Voilà, c'est vrai qu'on a pris la prise de conscience. Et la prise de conscience est tardive, mais l'État, en plus de Viginum, a mis en place au Quai d'Orsay et au ministère des Armées 2 cellules avec des experts en recherche en source ouverte, des experts dans le domaine cyber qui permettent d'identifier les attaques informationnelles et d'y répondre. Le Quai d'Orsay a lancé en août 2025 le compte Twitter French Response qui permet de répondre rapidement avec humour aux fake news qui ciblent la France. Bon, mais ça c'est suffisant, je vois beaucoup de sourcils qui se lèvent dans ce studio-là. Moi je pense qu'il faut accentuer la sensibilisation du public. Il faut effectivement l'addiction aux réseaux sociaux est un problème parce que ça passe beaucoup par les réseaux. Donc voilà, les débats sur l'interdiction des réseaux pour les moins de 15 ans, ça peut aider aussi à aller plus vite. Et je pense que effectivement, il y a aussi il faut soutenir les médias, il faut soutenir la culture, l'éducation. C'est des choses qui aident à augmenter la résilience de la nation. Merci beaucoup à vous trois de ces explications inquiétantes. Encore une fois, Raina Stamboliska, CEO de RS Stratégie, Fabrice Eppelboin, cofondateur de Reset Studio, Cyprien Ronspiliart, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Diane Devancey, Stéphanie Villeneuve, Antoine Héral, Juliette Mouelik et Mathias Meji. À suivre après le journal. Qu'est-ce que le chavisme, cette idéologie dont se réclame Nicolas Maduro?